22 mars 1991, dans la ville de Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis, la police se met en planque devant une maison banale de la banlieue sud de la ville. Après quelques heures d'attente, la police fait irruption dans la maison et arrête l'individu qui s'y trouvait. Cet événement allait mettre un terme au périple macabre d'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante du tueur en série Charles Albright, aussi surnommé The Eyeball Killer, ou le tueur au globe oculaire en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Charles Frederick Albright est né de parents inconnus le 10 août 1933 dans la ville d'Amarillo, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Quelques jours après sa naissance, Charles est abandonné par ses parents biologiques et placé dans un orphelinat de Dallas. 3 semaines après sa naissance, il est finalement adopté par un couple de Dallas voulant désespérément avoir des enfants. Ce couple était formé de Dell et Fred Albright. Ce couple faisait partie de la middle class aisée de la ville de Dallas et habitait dans une maison dans un quartier de la ville nommé Oak Cliff. Fred, son père adoptif, travaillait en tant qu'épicier dans le quartier et était un homme plutôt réservé. Sa mère adoptive, Dell, était une ancienne enseignante qui avait décidé de devenir mère au foyer lors de l'adoption du petit Charles. Dell était une personne plutôt directive et très autoritaire. Cette posture ne laissait évidemment que très peu de place à Fred, son père adoptif. Et naturellement, dès sa petite enfance, Charles était beaucoup plus proche de sa mère adoptive que de son père adoptif. Malgré cette adoption, la petite enfance de Charles est tout ce qu'il y a de plus normal. Le petit Charles est un enfant joyeux et plein d'énergie. Mais au fil des années qui vont suivre, l'ambiance dans la maison familiale va se durcir. En effet, sa mère adoptive, Dell, voulait inculquer des valeurs strictes au petit Charles. Elle n'hésitait pas à multiplier les punitions corporelles. Charles Albright se rappellera plus tard qu'à la moindre bêtise, celui-ci était enfermé durant plusieurs heures dans une pièce, plongé dans le noir, ou alors attaché sur son lit à la moindre bêtise. Malgré cela, Charles adorait sa mère adoptive et lui vouait une adoration sans faille. De son côté, Dell, sa mère adoptive, et malgré les punitions infligées, adorait profondément le petit Charles et avait tendance aussi à le surprotéger. À l'âge de 6 ans, Charles Albright intègre la Winnetka Elementary School à Oak Cliff pour débuter son parcours scolaire. Dès son entrée à l'école, Charles était vu et considéré comme un élève très doué et intelligent. Il présentait des notes brillantes et un potentiel d'apprentissage très intéressant. L'ancien métier de sa mère adoptive aidant, pour rappel, elle était enseignante, Charles Albright progressait à l'école de manière impressionnante. Il était en avance sur son âge et cela se voyait. Et c'est ainsi que durant son passage à l'école élémentaire, Charles va sauter 2 classes. Et la vie va donc continuer ainsi pour Charles, sans aucun autre souci visible. En 1942, à l'âge de 9 ans, Charles Albright sort diplômé de la Winnetka Elementary School et intègre la South Oak Cliff High School pour débuter ses études secondaires. Là aussi, rien de spécial n'est à signaler. Charles est toujours un élève brillant et apprécié de ses professeurs et de ses camarades. Ses anciens camarades de classe se souviendront de lui plus tard comme un élève très intelligent et toujours très positif et souriant. Mais comme vous vous en doutez, cette normalité ne va pas durer. Charles commençait à développer des obsessions et sa mère adoptive n'allait pas tarder à les découvrir. En 1944, alors âgé de 11 ans, Charles est surpris par sa mère adoptive dans le jardin de la maison familiale en train de jouer avec le corps d'un oiseau mort. Surprise dans un premier temps, Dell conclut
dans le déni le plus total, que Charles devait être fasciné par ce corps inerte et que cette curiosité ne devait être vue que comme de la curiosité infantile. Elle décide donc de prendre en main cette curiosité morbide et offre au petit Charles un kit complet de taxidermie. Très vite, Charles tombe en totale fascination de ce kit et celui-ci passera des heures à récupérer des cadavres d'animaux morts et à les empailler. Dans le monde de la taxidermie, l'un des éléments les plus importants est le choix et la pose des faux yeux, une partie que le jeune Charles appréciait tout particulièrement. Cependant, Dell, la mère adoptive de Charles, avait un côté très économe et refusait de payer à Charles ses faux yeux coûteux. À la place, elle lui donnait des boutons de couture en guise d'yeux. Frustré, le jeune Charles se rendait très souvent après l'école dans des magasins spécialisés en taxidermie afin d'admirer et de toucher ses faux yeux. Les psychiatres qui étudieront le cas de Charles Albright plus tard déclareront que l'obsession de Charles pour les yeux commençait à se développer dès cet âge. En plus de cette fascination pour la taxidermie, le caractère de Charles commence à changer dès que celui-ci atteint l'âge de 12 ans. En effet, celui-ci commençait à montrer une certaine agressivité et une certaine arrogance envers son entourage et envers ses amis. Ses camarades déclareront plus tard qu'il leur sautait aux yeux que pour Charles, tout semblait devoir lui être dû. Et c'est dans cet état d'esprit que Charles commence à entrer dans la petite délinquance dès l'âge de 12 ans. En effet, à cet âge, il commençait petit à petit à commettre des vols et autres larcins. En 1946, alors âgé de 13 ans, Charles est arrêté par la police après avoir agressé un autre enfant dans la rue. La raison de cette dispute ne sera pas révélée. Quoi qu'il en soit, le jeune homme ne passera pas devant le juge. Il sera libéré quelques heures plus tard avec une simple réprimande. Après que cette arrestation soit revenue aux oreilles de sa mère adoptive, Dell, celle-ci réagira une nouvelle fois dans le déni le plus total, affirmant que le comportement de Charles était dû au fait que celui-ci était très intelligent et que donc il s'ennuyait à l'école et qu'il devait donc trouver des moyens pour se distraire. Et c'est ainsi que se poursuit le cours de la vie de Charles, entre école, criminalité et taxidermie. En 1948, alors âgé de 15 ans, Charles Albright, toujours en avance de 2 ans dans son cursus scolaire, sort diplômé de la Oak Cliff High School et s'inscrit au North Texas State College pour ses études universitaires. Malgré des résultats très encourageants, Charles ne se concentre pas uniquement sur ses études. Il continue en parallèle ses larcins et commence même, avec l'aide de quelques camarades, à cambrioler des magasins pour dérober la caisse ou encore les stocks. Il commence aussi, à la même période, à faire des falsifications de documents ou de pièces d'identité pour se faire un peu d'argent. En 1950, alors âgé de 17 ans, Charles est arrêté en flagrant délit de cambriolage de magasin. Sa mère adoptive, Dell, apprenant que Charles s'était fait arrêter, va essayer de convaincre le propriétaire du magasin de passer l'éponge contre le remboursement des dommages, mais rien n'y fera. Le commerçant portera plainte et Charles Albright sera condamné à 1 an de prison, une peine qu'il purgera dans la prison d'État du Texas. À sa sortie de prison 1 an plus tard, en 1951, il semblait que Charles avait décidé de se ranger. Il décide donc, à l'âge de 18 ans, de s'éloigner de son environnement et s'inscrit à l'Arkansas State Teachers College, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, pour débuter des études universitaires de médecine, et plus précisément de chirurgie. En effet, à cet âge-là, Charles Albright n'avait qu'une idée en tête, celle de devenir chirurgien. Son intégration dans cette nouvelle université se passe plutôt bien. Les autres étudiants qui le côtoient diront de lui qu'il était un élève studieux et très populaire. Il était vu aussi comme le clown de la classe et comme un grand farceur. Pour preuve de ses nouvelles résolutions, Charles devient très vite président du club de langue française de l'université, une langue qu'il maîtrisait parfaitement. Il faisait aussi partie de la chorale de l'université. Tout semblait aller pour le mieux pour Charles, mais bien entendu, et comme vous vous en doutez, cette période calme ne va pas durer. En effet, dès 1953, alors âgé de 20 ans, Charles retombe dans la criminalité. Dès la tombée de la nuit, celui-ci sortait de sa chambre pour se faufiler dans les chambres d'étudiantes
pour cambrioler leurs bijoux et les revendre par la suite. Un autre événement marquant arrivera en 1954. Apprenant que son ami venait de rompre avec sa petite amie, il se faufile la nuit dans la chambre de son ami et lui vole toutes les photos de l'ex-copine de celui-ci. Il va ensuite couper tous les yeux de la jeune fille sur les photos et les coller partout dans l'université. Mais dans quel but, me direz-vous? Eh bien pour faire une blague à son ami. Une blague qui, vous le devinez, ne fera pas spécialement rire l'ami en question. En 1955, alors âgé de 22 ans, Charles est arrêté en flagrant délit de cambriolage dans l'université. Lors de la perquisition de la police dans son appartement, celle-ci découvrira un nombre très important d'objets volés. Après cette arrestation, Charles Albright sera expulsé de l'université sur le champ. Quelques semaines avant son expulsion, Charles avait fait la rencontre d'une jeune femme nommée Betty sur le campus de l'université. Quelques jours après leur rencontre, le jeune couple ne se lâchait plus et ils finirent par officialiser leur relation. Quelques jours après l'expulsion de Charles de l'université, le couple décide de continuer à se voir malgré tout. Et le couple finit par se marier en 1957, avant de donner naissance à leur premier enfant. À partir de 1958, alors âgé de 25 ans, Charles Albright va commencer à enchaîner les petits boulots. Mais Charles est un grand impatient. Il était incapable de garder un emploi plus de 3 mois avant de s'ennuyer et de le quitter. En 1965, soit 8 ans après leur mariage, le couple se sépare et Betty quitte la maison familiale en prenant leur fille. Entre 1965 et 1969, Charles va donc vivoter seul, passant de boulot en boulot, sans aucune stabilité. En 1969, il tombe sur une petite annonce concernant un poste de professeur de sciences qui s'était libéré à l'est de la ville de Dallas, dans la petite ville de Crandall. En voyant cette offre, il décide de tenter sa chance. Mais étant détenteur d'aucun diplôme, il va donc décider de falsifier un diplôme de master en biologie avant de postuler à ce poste. Le directeur de l'école, impressionné par le faux diplôme et en même temps flatté qu'une personne ayant les qualifications de Charles postule à une place dans son école, il accepte sa candidature sur le champ. Charles commence donc à travailler en 1969 en tant que professeur de biologie dans l'école de la ville de Crandall. Et au bout de quelques semaines, celui-ci devient véritablement la mascotte de l'école. En effet, il forçait l'admiration des jeunes étudiants avec sa corvette verte et avec ses chaussures en croco. Et en même temps, devenait une sorte de fantasme aux yeux des étudiantes, celles-ci voyant en lui l'homme dans toute sa splendeur. Il était très courant que Charles reçoive près de 3 lettres d'amour d'étudiantes par semaine. Durant son passage à l'école, il devient aussi très vite entraîneur de l'équipe de football américain de l'école. Mais ce qui devait arriver va finir par arriver. 2 ans plus tard, en 1971, la supercherie de Charles sur ses diplômes finit par faire surface et il sera licencié par le directeur de l'école qui va sur le champ porter plainte contre lui. Suite à cette plainte, Charles Albright sera condamné à 1 an de probation par la justice. Après sa condamnation, Charles décide de déménager et retourne habiter dans un appartement dans son quartier d'enfance, à Oak Cliff, près de la maison de ses parents adoptifs. Puis, comme à son habitude, il va reprendre les petits boulots, sans rester plus de 3 mois dans chaque poste. Dans son nouvel environnement, Charles semblait néanmoins apaisé. Ses voisins de l'époque voyaient en lui un homme intelligent, joyeux et agréable. Il était aussi considéré comme un homme de confiance. Ses voisins n'hésitant pas à faire appel à lui pour du babysitting. Charles décide aussi de prendre du temps pour lui et de faire une activité qui le passionnait terriblement, la peinture. Un talent dans lequel il excellait. Un jour de 1973, alors âgé de 40 ans, un ami à lui, qui souhaitait faire un cadeau à sa femme pour leur anniversaire de mariage, mandate Charles pour faire une peinture de celle-ci, moyennant $250. Celui-ci accepte et commence à travailler sur ce portrait. Au bout de quelques semaines, son ami, s'impatientant, décide de faire une visite surprise à Charles pour voir directement l'état d'avancement du tableau. Arrivé sur place, l'ami demande à Charles de lui montrer le tableau en l'état. Celui-ci accepte et l'emmène dans son atelier. L'ami tombe donc sur le tableau représentant sa femme. Celle-ci semblait incroyablement réaliste. Les cheveux, la peau, le visage étaient parfaits. Mais il manquait quelque chose. Il manquait le plus important. Il manquait le regard de sa femme.
À la place, il y avait 2 trous blancs en forme d'amande. L'ami, impressionné, demande à Charles quand il pensait pouvoir finir les yeux de sa femme. Agacé, Charles se retourne vers lui et lui répond sèchement « Quand je serai prêt ». Il faudra quelques semaines de plus à Charles pour finir les yeux et finalement livrer le tableau. Comme vous le voyez, malgré ce qu'il affichait en public, Charles Albright ne semblait pas être débarrassé de ses obsessions. En 1974, le divorce entre Charles et Betty est finalement prononcé. Un divorce qui sera vécu par Charles comme une sorte de libération. Celui-ci devenant du jour au lendemain un coureur de jupons. Une période qui coïncidera aussi avec une reprise de ses actes de délinquance. En effet, il reprendra à cette même période son commerce de documents falsifiés. En 1979, Charles Albright est arrêté par la police après avoir falsifié des chèques de banque. Lors de la perquisition de son domicile, la police découvrira de nombreux objets volés. Il sera condamné à quelques mois de probation pour ces délits. En 1980, Charles sera arrêté en flagrant délit de vol dans une quincaillerie. Il sera condamné à 6 mois de prison pour ce délit. Sa mère adoptive, Dell, dans un désir profond de protéger Charles, fera en sorte de protéger sa réputation en déclarant à son voisinage que Charles était parti en mission. Une mission professionnelle qu'il ne pouvait en aucun cas refuser. Après sa sortie de prison en 1981, la mère adoptive de Charles décède soudainement. Ce deuil va profondément marquer Charles, lui qui adulait sa mère. Après le décès de sa mère adoptive, Charles, très marqué par cet événement, intègre l'église catholique Saint-Bernard et devient un membre très actif de la paroisse. Il était très apprécié des membres de l'église, ceux-ci jugeant Charles comme un homme digne de confiance. À la même période, Charles commence aussi à se rapprocher de plus en plus de son père adoptif, Fred. Il décide même de commencer à se voir plusieurs fois par semaine. Selon les psychiatres qui étudieront le cas de Charles Albright plus tard, il est très probable que le décès de sa mère adoptive soit un des éléments déclencheurs principaux qui ont fait perdre pied à Charles. Toujours en 1981, un point de non-retour sera franchi. Alors qu'il rendait visite à la famille d'un ami, Charles va alors agresser sexuellement leur fille de 14 ans. La famille de la jeune femme, souhaitant l'épargner d'un procès, selon leur dire, décide de passer un accord de plaidoyer. Charles plaide donc coupable et écope d'une peine de probation. Oui, vous avez bien entendu. Il dira plus tard qu'il avait accepté l'accord de plaidoyer dans le but d'éviter les ennuis. En 1982, alors âgé de 49 ans, Charles Albright, alors en visite chez un ami dans l'état voisin de l'Arkansas, fait la rencontre d'une femme nommée Dixie. Dixie était une veuve réservée et timide, et celle-ci tombe très vite sous le charme de Charles. Entre 1982 et 1985, Charles va donc faire des voyages réguliers dans l'Arkansas pour rendre visite à Dixie. À la même période, Charles commence aussi à fréquenter les quartiers chauds de Dallas et rencontrer énormément de prostituées. Il fréquentait tellement régulièrement les prostituées que celle-ci lui avait même donné un surnom, Old Man Albright, ou Vieil Homme Albright. Il était connu des prostituées pour être un vrai gentleman, qui les rémunérait généreusement. Fin 1985, sa nouvelle petite amie, Dixie, décide de rejoindre Charles Albright à Dallas. Début 1986, le père adoptif de Charles décède. Charles hérite alors de 96 000 $ et de plusieurs propriétés dans le quartier de Oak Cliff, à Dallas. À la même période, dans la maison familiale, il tombe sur un document contenant le nom de sa mère biologique. Après quelques recherches, il découvre que sa mère biologique était en réalité une prostituée de Dallas. Une découverte qui va véritablement le bouleverser. Selon les psychiatres, cette découverte représente un second traumatisme pour Charles après le décès de sa mère. À partir de 1987, des prostituées du quartier chaud de Dallas remarquent un changement dans le comportement de Charles Albright. Il était devenu impulsif et violent avec elles. Certaines refusaient maintenant de le recevoir. Un autre événement va venir appuyer le changement radical de Charles envers les prostituées. En 1989, Charles rejoint une équipe senior de softball. Le softball est une variante plus douce du baseball. Un jour, après un match, alors que l'équipe de Charles se reposait, 2 prostituées connues du quartier passent devant eux. Un des coéquipiers de Charles, connaissant ses pratiques avec les prostituées,
fait une blague en demandant si Charles souhaitait partir avec les jeunes femmes. Charles, sous l'effet de la colère, se lève alors brusquement et crie à son ami qu'il détestait les prostituées et que s'il pouvait, il les tuerait toutes. Puis celui-ci, et sans un mot, se retourne et rentre chez lui. Ses coéquipiers, choqués par sa réaction, ne parleront plus jamais du sujet avec lui. Mais cet événement les marqua. Et voici comment se termine l'année 1989. Et puis, l'année 1990 débute. Le matin du 13 décembre 1990, le corps de Mary Pratt, 33 ans, est découvert par un passant dans le quartier de Oak Cliff. Mary Pratt était une prostituée connue de Dallas. La jeune femme avait reçu une balle à l'arrière de la tête avec une arme à feu de calibre 44 et présentait de nombreux coups au visage et au corps. Après que celle-ci soit transportée chez le médecin légiste, celui-ci se rapproche de son visage afin de constater la couleur de ses yeux. En ouvrant les paupières de la victime, le médecin légiste remarque avec horreur que les 2 yeux de la jeune femme avaient été retirés. Le médecin légiste constate aussi que cette ablation avait été faite de manière chirurgicale, comme par quelqu'un qui avait déjà pratiqué cette opération. Les yeux n'ayant pas été retrouvés sur les lieux du crime, la police conclut que le tueur les a emportés avec lui tels des trophées. La police, choquée par le mode opératoire de ce meurtre, s'active pour essayer de découvrir une piste. Les détectives Regina Smith et John Matthews sont donc chargés d'aller dans le quartier chaud de la ville pour interroger les prostituées du quartier. Sur place, les 2 enquêteurs commencent à parler à différentes femmes, mais sans succès. Puis au bout de quelques heures, les 2 policiers tombent sur une prostituée bien connue de leur service, Veronica Rodriguez. En la voyant, les policiers remarquent que celle-ci présentait des traces de coups à la tête. Questionnée sur ces marques, Veronica va alors raconter aux policiers qu'un homme avait essayé de la tuer la veille. Elle raconte qu'elle se trouvait avec Mary Pratt, en train d'attendre des clients, lorsqu'un homme aux cheveux grisonnants, qui s'est présenté sous le nom de John, s'est arrêté à leur niveau et les a fait monter toutes les 2 dans sa voiture. Veronica continue en disant que la voiture a roulé quelques minutes en direction de Oak Cliff avant que la voiture ne s'arrête et que l'homme se jette sur les 2 jeunes femmes et commence à les frapper. Par miracle, Veronica explique qu'elle a réussi à sortir de la voiture et à courir dans le champ se trouvant juste à côté et à se cacher dans des buissons. Elle attendra là quelques heures avant de finalement sortir et de se diriger vers une maison de Oak Cliff. Elle dit alors avoir été recueillie par un homme habitant dans une maison à proximité. Cet homme était appelé Axton Schindler. La police se rend donc chez Schindler qui leur confirmera cette histoire. Il leur précise aussi qu'il n'était que le locataire de cette maison, celle-ci appartenant à Charles Albright. La police avait maintenant un témoignage, celui de Veronica Rodriguez. Mais rien ne menait à un suspect, à part cette description de l'homme aux cheveux grisonnants. Je précise aussi que la police ne va pas non plus prendre très au sérieux la déclaration de Veronica Rodriguez, car il voyait en elle une prostituée droguée. À ce stade, Charles Albright n'est ni soupçonné, ni inquiété, et il continuait sa vie tranquillement. Le 10 février 1991, soit 2 mois après la découverte du corps de Mary Pratt, le corps de Susan Beth Peterson, 27 ans, est découvert près de la même route de Oak Cliff, au sud de Dallas. Comme Mary Pratt, Susan Peterson était aussi une prostituée de Dallas. Susan Peterson avait été tuée de 3 balles, 2 dans la tête et 1 au niveau du torse, toujours avec un pistolet de calibre 44. Arrivé sur place, le médecin légiste constate que comme pour la dernière victime, les 2 yeux de Susan avaient aussi été retirés de manière chirurgicale et emportés en trophée par le tueur. À ce stade, pour la police, il ne faisait plus aucun doute qu'ils étaient à la recherche d'un tueur en série, puisque les modes opératoires étaient très similaires et qu'il s'agissait de la même zone géographique. Mais pour les enquêteurs, la tâche était toujours aussi ardue. Sur la scène de crime, ils ne trouvent aucun indice susceptible de les mener à une piste. Et cette fois-ci, contrairement au meurtre de Mary Pratt, aucun témoin ne se manifeste. Le FBI sera aussi consulté à ce stade, mais le profil qui sera envoyé sera considéré comme trop large pour être vraiment décisif. Pendant ce temps-là, Charles Albright continuait donc sa vie sans être ni inquiété, ni même soupçonné, et les meurtres allaient continuer.
Le 19 mars 1991, le corps de Shirley Williams est retrouvé sur le trottoir en face d'une école dans le quartier de Oak Cliff, à Dallas. Shirley était aussi une prostituée connue dans la ville de Dallas. Shirley Williams avait été tuée de 2 balles dans la tête avec un pistolet calibre 44 et avait des marques de violence sur le corps. Lorsque la police scientifique arrive sur place, le médecin légiste constate que comme pour les 2 premières victimes, les yeux avaient aussi été enlevés et emportés. Lorsque la police commença son enquête, elle a naturellement lié ce meurtre au meurtre de Mary Pratt et à celui de Susan Peterson. Mais il note aussi quelques différences notables. La première différence est que Shirley Williams était afro-américaine, contrairement aux 2 premières victimes. La seconde différence concerne l'ablation même des yeux. Contrairement aux 2 premières victimes, l'ablation avait été beaucoup moins précise, ce qui pouvait suggérer 2 choses. Soit que le tueur avait eu moins de temps pour mutiler le corps de Shirley, ou encore que ce meurtre pouvait avoir été commis par un copieur ou copycat. Les détectives Regina Smith et John Matthews pencheront naturellement sur la première option, car pour eux il s'était passé trop peu de temps entre le premier meurtre et le troisième pour qu'un copieur puisse éventuellement s'en inspirer. D'autant plus que très peu de détails avaient encore fuité dans la presse. Mais à ce stade, aucun nouvel indice sur cette scène de crime ne menait directement à une piste ou encore à un suspect. Et rien ne semblait pouvoir arrêter le périple macabre de Charles Albright. Mais c'était sans compter sur la motivation de la police. Suite au meurtre de Shirley Williams, la police poursuit son enquête dans les quartiers chauds de Dallas. Leur but était cette fois-ci de recueillir des informations sur tout client connu pour être potentiellement dangereux ou violent. Et leur persévérance va ouvrir une piste. 2 jours après le meurtre de Shirley Williams, la police reçoit le témoignage d'une prostituée nommée Brenda White, qui leur raconte avoir fait une rencontre avec un client violent quelques jours plus tôt. Un client qui se faisait appeler John et qui avait les cheveux grisonnants. Lors de cette rencontre, Brenda déclare avoir été frappée et raconte aussi que John n'arrêtait pas de lui parler de ses yeux. Après ce témoignage, les agents Regina Smith et John Matthews font directement le lien avec un autre témoignage qu'ils avaient recueilli quelques semaines plus tôt, relatant l'existence d'un John avec des cheveux grisonnants. Je parle bien entendu du témoignage de Veronica Rodriguez. En rouvrant le dossier du témoignage de Veronica, la police retrouve le nom d'un homme qui avait été cité, le nom de Axton Schindler. Pour rappel, dans le témoignage de Veronica, celle-ci avait raconté avoir fui son agresseur pour aller se réfugier chez un homme qu'il avait accueilli. Et cet homme était Axton Schindler. La police décide donc de rendre visite à ce Axton Schindler. Arrivé chez lui, celui-ci les fait entrer et leur confirme l'histoire de Veronica. La police pensera dans un premier temps qu'il pouvait être impliqué dans les meurtres. Mais après une simple vérification d'alibi, ils purent confirmer que Axton Schindler n'avait pas de lien avec les meurtres. En revanche, Schindler précise une nouvelle fois qu'il n'était que locataire de sa maison et que le propriétaire des lieux était Charles Albright. Par acquis de conscience, la police fait une recherche rapide et découvre avec étonnement que ce Charles Albright était aussi propriétaire d'une autre maison à Oak Cliff, très proche du lieu du meurtre de Susan Peterson, et encore une autre propriété près de la scène de crime de Shirley Williams. La police réussit à récupérer une photo de ce fameux Charles Albright et la montre à Veronica Rodriguez. Sans aucune hésitation, celle-ci leur confirme qu'il s'agissait de ce John, la personne qui l'avait agressé. Cette identification sera aussi faite par Brenda White. Pour la police, il y avait suffisamment d'éléments pour pouvoir lancer un mandat d'arrêt contre Charles Albright. Le 22 mars 1991, la police se met donc en planque devant le domicile de Charles. Puis au bout de quelques heures, la police décide d'intervenir. Ils entrent dans la maison et arrêtent sur le champ Charles sous les yeux médusés de sa petite amie Dixie. Et ils l'emmènent directement au poste de police pour y être interrogé. Durant son interrogatoire, Charles s'enfoncera dans un mutisme total, ne communiquant quasiment plus. En parallèle de cet interrogatoire, la police débute une perquisition au domicile de Charles. Durant cette perquisition, il découvre un pistolet Smith & Wesson dont le calibre pouvait correspondre à l'arme du crime. Il découvre une série de couteaux. Il découvre aussi une boîte de préservatifs rouges de la même marque que celui retrouvé sur la scène de crime de Shirley Williams. Il découvre aussi des poupées dont les yeux avaient été retirés.
Mais la police ne trouvera pas les yeux des victimes, et l'analyse balistique montrera que le pistolet retrouvé chez Charles n'était pas l'arme du crime. Malgré ces preuves très minces, Charles Albright est quand même inculpé des meurtres de Mary Pratt, Susan Peterson et de Shirley Williams. Le procès de Charles Albright débute le 2 décembre 1991 et au fil des jours, le dossier de l'accusation s'effrite de plus en plus. Au fil des témoignages, les preuves apparaissent de plus en plus minces et circonstanciées. L'accusation n'arrive pas à présenter des preuves tangibles. Une semaine après le début du procès, un autre événement allait venir fragiliser encore plus l'accusation. Le principal témoin, Veronica Rodriguez, se désiste et refuse finalement de témoigner. Elle dira avoir subi la pression de la police pour faire un faux témoignage. À ce stade du procès, tout semblait tourner en faveur de Charles Albright. Mais un événement allait venir tout chambouler. En parallèle du procès, la police scientifique arrive à faire un lien entre un poil d'écureuil retrouvé sur le corps de Shirley Williams et un autre retrouvé dans l'aspirateur de la maison de Charles Albright. Et pour la police scientifique, il ne faisait aucun doute. Les deux poils venaient du même animal. Cette découverte fut le point de bascule final du procès. Le 18 décembre 1991, le jury se retire pour déterminer la sentence de Charles Albright. Après 5 heures de délibération, Charles Albright est déclaré coupable du meurtre de Shirley Williams, mais sera acquitté des meurtres de Mary Pratt et de celui de Susan Peterson. Le juge condamne Charles Albright à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il purgera sa peine dans la prison d'État du Texas. De nombreuses questions restent encore en suspens concernant Charles Albright, notamment sur le nombre réel de ses victimes. En effet, durant le procès, plusieurs noms de prostituées disparues avaient été cités, sans qu'un lien direct ne puisse être fait avec Charles Albright. La seconde question concerne les différences dans les modes opératoires entre les deux premières victimes et la troisième victime. Cette observation nous mène à nous poser la question, est-ce que Charles agissait véritablement seul durant cette période? Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais vraiment le fin mot de l'histoire, puisque Charles Albright emportera ses secrets dans sa tombe le 22 août 2020, à l'âge de 87 ans. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Charles Albright, aussi surnommé The Eyeball Killer, ou l'histoire d'un homme obsédé par un élément corporel qui va semer la mort sur son chemin pour assouvir ses pulsions. Charles Albright a traumatisé l'État du Texas durant sa période active et globalement tous les États-Unis, et reste une plaie ouverte dans l'histoire criminelle du pays de par l'atrocité de ses crimes. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.